Notre invitée en studio est Tucloise aujourd'hui, juriste de formation. Elle a enseigné le droit public. Elle est entrée très vite au PSC, l'ancêtre du CDH. C'était en 94 sa première candidature. Elle avait 21 ans à l'époque, si je ne me suis pas trompé. 10 ans plus tard, elle est élue députée bruxelloise. Après avoir été l'une des conseillères de Joël Milquet, elle a été ministre de l'économie et de l'emploi à Bruxelles, puis ministre de l'environnement, de l'énergie et du logement avant de basculer dans l'opposition. Elle est aujourd'hui chef de groupe au Parlement régional pour le CDH. Nous accueillons Céline Frémaux. Bonjour Céline Frémaux. Installez-vous à ce pupitre. Vous avez donc été en charge de l'énergie et du logement. C'était pendant la législature précédente et on va en parler maintenant et on va commencer par le logement si vous voulez bien. Quand Nawal Benamou essaye de limiter l'augmentation des loyers avec un plafond sur l'indexation. C'est la proposition qu'elle a mise sur la table et qui est actuellement en discussion au sein du gouvernement bruxellois. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? Je pense que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Madame Benamou vient avec effectivement un état de fait connu, l'augmentation des factures de gaz et d'électricité à Bruxelles, qui est une catastrophe pour toute une série de personnes qui vivent au sein des 19 communes, et pas que les personnes les plus précarisées. La question de la classe moyenne est très prégnante. Et je pense que c'est aussi une réponse qui clive, alors que nous sommes dans un monde où nous devons rassembler réellement. Je pense aussi que c'est une solution one-shot, qui est une solution à très court terme, alors qu'on a besoin de solutions durables. Si le vrai problème est celui de la question de l'augmentation des factures de gaz et d'électricité, il y a d'autres réponses en termes de durabilité, notamment l'accompagnement de plus petits propriétaires pour la rénovation de leur bâtiment. Ouais. Mais donc ça veut dire que pour vous, on ne doit pas limiter cette indexation, elle va être aux alentours de 4, 5, 6% cette année a priori. La proposition d'un Benamou, c'est de la plafonner à 2%. Pendant une période transitoire, ça, si jamais ça vient sur la table du Parlement bruxellois, les voix CDH ne voteront pas favorablement. J'ai bien compris. Je me suis exprimé très clairement sur le sujet dès le départ. J'ai dit que c'était donc effectivement une mauvaise réponse à un vrai problème, que j'avais envie plutôt que le gouvernement bruxellois vienne avec des propositions qui rassemblent les propriétaires et les locataires plutôt que de les cliver. Surtout dans les périodes que nous traversons. Alors, vous avez déposé une proposition de résolution au Parlement bruxellois. Il y a plusieurs axes dans votre texte. D'abord, il y a l'idée d'augmenter l'offre de logement avec la conversion de bureaux en logements. On a des milliers de bureaux vides, c'est vrai, à Bruxelles. Et à la suite de la crise du Covid, on peut penser qu'il y a un certain nombre de ces bureaux qui ne trouveront pas preneur puisqu'on opte vers le télétravail. Mais vous pensez vraiment qu'on peut en faire des logements ? Alors, on ne pourra pas faire du logement de tout. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de pouvoir identifier très clairement la question... Alors, c'est décidément une émission difficile ce soir, parce que vous n'avez pas de micro. Alors, on va vous donner un micro, parce que ce serait quand même mieux. Donc voilà, en tout cas, c'est la preuve que c'est une émission en direct. Je repose ma question. Je ne sais pas si on a entendu votre première réponse, mais on va poursuivre l'interview. Est-ce que donc la proposition que vous avez déposée maintenant au Parlement bruxellois, c'est de transformer, enfin, de faire un inventaire des bureaux qui pourraient devenir du logement. On peut vraiment transformer des bureaux en logement ? Alors, on ne va pas pouvoir transformer tous les bureaux en logement. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un outil. Et c'est le sens de la proposition de la résolution dans ces premières propositions en tant que telles. Travailler avec un outil qui existe déjà, en l'occurrence Inventimo, qui est dans le giron de CityDev, qui permet d'identifier avec précision quelles sont ces surfaces qui peuvent être rapidement transformées en logement. Et c'est aussi une proposition très concrète, celui d'accélérer la délivrance de toute une série de permis d'urbanisme qui ont trait à cette transformation en tant que telle. Donc un premier volet, c'est augmenter l'offre. Le deuxième volet, c'est le travail sur l'accès à la propriété. Vous avez 43% de la tranche des 21 à 35 ans qui est en capacité de devenir propriétaire demain. On sait qu'aujourd'hui, bon nombre de Bruxellois ne peuvent plus rester dans les quartiers qui les ont vus grandir. On voit que la Flandre prend toute une série de mesures, la diminution des droits d'enregistrement à 3%. On voit aussi qu'il y a 15 000 Bruxellois qui quittent Bruxelles pour la périphérie. Et donc, travailler sur une fiscalité... mais on l'a déjà fait dans la législature précédente. Donc, il y a un abattement sur les droits d'enregistrement, notamment, sur les 175 000 premiers euros, si je ne me trompe pas. Mais c'est plafonné au bien, enfin, la valeur du bien doit être inférieure à 500 000 euros. Ça veut dire qu'on doit changer cette fourchette-là, on doit aller plus loin, on doit faire autrement ? En fait, on doit garder l'abattement tel qu'il a été fixé sous la législature précédente. Là, je suis extrêmement clair par rapport à une mesure à laquelle j'ai participé
sous le gouvernement Vervoort 2. Et puis ce qu'il faut, c'est créer un abattement dynamique en fonction de toute une série d'autres critères, des critères sociaux, des critères de localisation, des critères environnementaux, comme le fait la Flandre. Alors, vous êtes dans l'opposition, c'est une proposition que vous déposez, une proposition de résolution. Il y a peu de chances que vous soyez suivi, vous allez être consciente. Alors oui, j'ai quand même un peu de lucidité, Oui. M. Grosfilet, merci. Ce qui me semblait important, c'est les débats aussi. Parce que soyons de bon compte, le texte a permis à un certain moment, à la majorité comme à l'opposition, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi dire dans notre chef que nous sommes déçus qu'il n'y ait pas encore de propositions qui permettent justement la question de l'acquisition beaucoup plus en avant. On sait que c'est dans le plan urgence logement, mais on ne voit rien de tangible aujourd'hui. Et donc, il est plus que probable que cette proposition de résolution sera rejetée dans un jeu classique de majorité et d'opposition que je déplore. Mais si elle a permis à un certain moment de tirer la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement bruxellois, de dire qu'il est impératif, parce que nous sommes aujourd'hui, en 2022, de venir avec des propositions concrètes, j'espère que ça aura fait avancer le débat. Alors, je reste un instant encore sur les logements et la question de la construction de logements, notamment de logements sociaux. On a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, le Champ d'Écaille, la friche Josaphat, on a eu un débat sur les Dames Blanches. On voit qu'il y a un clivage au sein du gouvernement bruxellois entre les socialistes qui considèrent que la construction de logements sociaux, c'est une priorité, et les écologistes qui considèrent que ça ne doit pas se faire au détriment des espaces verts. Quelle est la position du CDH dans ce débat ? Mais elle va vous sembler relativement équilibrée, j'espère. C'est-à-dire que j'ai toujours plaidé, en étant à la fois ministre du Logement et ministre de l'Environnement, pour une coexistence de toute une série d'enjeux. Très clairement, je vais vous donner une réponse. Très concrètement, le Champ d'Écaille. Je reprends le Champ d'Écaille. Quand j'ai eu le dossier du Champ d'Écaille, on connaît l'occupation précaire qui existait. Et j'ai travaillé sur des configurations mixtes qui permettaient de construire en pourtour du Champ d'Écaille. C'est la proposition qui est sur la table aujourd'hui. C'est des bâtiments, on parle de 60 ou 70 logements, qui effectivement préservent l'activité maraîchère. C'est la configuration que j'ai mise sur la table. Vous voteriez pour si vous étiez au gouvernement encore ? Je pense qu'il faut préserver l'agriculture urbaine qui est au centre de cet endroit extraordinaire et qui avait moyen de faire du logement. Mais attention, je venais aussi avec une notion d'équipement collectif, c'est-à-dire de travailler aussi, c'est-à-dire que ces logements pouvaient servir l'activité avec du collectif au rez-de-chaussée, servir l'activité de la coopérative. Et donc, je pense qu'on doit vraiment arriver à sortir de ce clivage. Je veux dire, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde s'émerveillait du film Demain. Mais le film Demain de Cyril Dion, il ne montrait pas autre chose que les projets qu'on avait mis sur la table au niveau du gouvernement en 2015-2016. Alors, autre difficulté pour beaucoup de Bruxellois, c'est l'énergie. Le fédéral va baisser la TVA sur l'électricité, pas sur le gaz. Il va y avoir une ristourne de 100 € pour tout le monde et il y a évidemment un tarif social qui profite à de nombreux Bruxellois. Ça, c'est pour le fédéral. Est-ce que la région bruxelloise doit venir en complément de ce dispositif ou est-ce qu'elle a le moyen de le faire ? Alors, moi, j'ai entendu la ministre écologiste fédérale dire que la région avait des leviers. Et donc, ce que je vois aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de débat en réalité au Parlement bruxellois sur cette question-là, alors qu'on a une facture qui a augmenté pour certains de 4 fois l'initiale, alors qu'on a une vraie crise climatique et des enjeux qui sont extrêmement importants, une crise géopolitique, et on a des fournisseurs qui sont partis. Que devrait faire le gouvernement bruxellois alors ? Alors, certainement accélérer l'examen d'une ordonnance gaz, électricité qui est annoncée et qui devait par ailleurs, excusez-moi, venir déjà l'été passé selon les demandes au niveau européen, avec un rapport Bruegel qui tirait la sonnette d'alarme en septembre 2021 sur la situation. Cette ordonnance est annoncée par le ministre Marron. En réalité, on n'en a que des bribes. On a quelques indications des comités d'énergie. Là, pour que tout le monde comprenne, on parle de la concurrence, l'organisation du marché, et donc du problème du manque de concurrence, puisqu'il y a plusieurs opérateurs qui sont partis. Mais pas que. On a la question des limitateurs de puissance, on a la question d'une collaboration avec Sibelga. Les limitateurs vont disparaître, il va y avoir une sorte de service universel et les personnes en difficulté de paiement iront sur Sibelga. Mais il y a d'autres débats qui doivent être ouverts et que le CDH a demandé de pouvoir inscrire et de savoir. Est-ce qu'à un certain moment, on va accélérer à Bruxelles la question et le placement des compteurs intelligents. La Flandre annonce aujourd'hui qu'elle va en mettre 30 000 par mois. Et nous serions à 30 000 par an. Or, comme on dit en néerlandais, meten is weten. Et ça permet à sa d'observer sa consommation et de travailler aussi sur les bons réflexes en matière d'énergie. Ouais. Est-ce qu'il faut conserver le passage chez un juge de paix lorsqu'on est en difficulté de paiement avant que le fournisseur d'énergie ait le droit de couper l'électricité ? C'est le système qui existe maintenant. Ou est-ce qu'il faut effectivement renoncer au passage chez le juge de paix et aller plutôt chez Sibelga ? C'est la proposition d'Alain Marron, si on l'a bien comprise. Je pense qu'il va falloir renoncer en fait
m'embête à ce passage, c'est le juge de paix. Ça pour prend une trop de raison, temps. parce que ça prend trop de temps. Il y a une approche pragmatique sur cette question-là. On sait qu'on en est en réalité à minimum 1 an avant une fixation et qu'au fait, la question se retrouve dans le même état, c'est-à-dire qu'on coupe. Et donc, il faut une approche beaucoup plus pragmatique. On sait que c'était une des difficultés aussi des fournisseurs qui ont quitté Bruxelles, et Bruegel le pointait très précisément dès septembre 2021. Moi, je regrette, et je tiens vraiment à le dire, la lenteur du gouvernement sur ce dossier, et pas que celui-là, mais objectivement. On a une question d'une ordonnance gaz-électricité qui a 1 an de retard. On a une approche sur la rénovation du bâti qui a certainement 1 an de retard. Et ce n'est pas à défaut d'avoir eu une stratégie en matière de rénovation. La crise Covid ne peut pas tout excusez, permettez-moi. Alors, on va parler du CDH. Il nous reste moins de 2 minutes. Ahmed El Khannous, il est toujours membre du CDH ? Il est toujours membre du CDH aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ses propos sur Sami Madi et le non-renouvellement du permis de séjour de l'imam Toujgani ont quand même choqué beaucoup de monde. Il a notamment parlé de déportation. Vous avez raison, ça a choqué tellement de monde que le secrétaire général a saisi le comité de déontologie. Donc il fait l'objet d'un avertissement. D'un avertissement. Ça veut dire que ce type de propos ne peuvent pas être reproduits, pas plus que d'autres types de propos. Alors je vais vous expliquer. Mais ça veut dire que s'il récidive, il est dehors ? Je ne suis pas d'abord présidente du comité de déontologie, mais je pense que l'avertissement est très clair. Et je voudrais dire aussi que Maxime Prévost a précisé à qui voulait l'entendre qu'il n'y avait pas la place chez nous pour un certain moment de la banalisation, de la minimisation de propos liés à la question notamment de la Shoah. Pas plus à un certain moment qu'il n'y a chez nous, aujourd'hui et demain, dans le nouveau mouvement, de la place pour la stigmatisation d'une série d'élus qui pourraient provenir de communautés diverses et variées. Parce qu'en réalité, le vote est pluriel. Alors, il y a un débat avec des auditions en cours au Parlement régional sur la neutralité dans les services publics. À la fin de ces débats, il y aura peut-être un vote. Le CDH, il veut quoi ? Il y aura une position unie d'abord du CDH. On autorise ou on n'autorise pas le port de signes distinctifs dans les services publics ? Alors notre position, elle est claire, elle est connue depuis 2009, M. Groffilet. J'ai déjà dit et répété à maintes reprises répétez-la en 30 secondes. Sur la question des services publics, on a toujours dit qu'à un certain moment, on pouvait travailler à une autorisation pour ce qu'on appelle back-office et qu'en front-office, pour nous, il n'en était pas question. Maintenant, vous me parlez des auditions et je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est Véronique Lefranc, qui préside la commission Vivre Ensemble du CDH, qui a toute notre confiance, à Maxime Prévost et à moi, qui y assiste. Ces auditions, elles mettront peut-être en avant un certain nombre de difficultés. Et nous avons demandé au CDH, notamment, d'entendre la conférence des bourgmestres pour savoir, est-ce que cette position qu'on a depuis 2009, qu'on a toujours portée, est-ce qu'elle est entre guillemets, pragmatique, réalisable dans un certain nombre de communes? Est-ce qu'elle va poser des questions? Et est-ce qu'à un certain moment, on va réussir à aboutir à une position qui soit une position partagée tous? C'est mon souhait, en tout cas pour Bruxelles. Et ce sera la suite des débats. Merci Céline Frémaux, merci d'avoir été avec nous.